Chouette gîte, oserais-je le dire, chouette endroit. Nous sommes à 2 pas de Carcassonne et nous sommes accueillis par une maison d'édition que j'aime beaucoup, relativement neuve. Elle a quoi, 1 an ou 2 ? 2 ans. 2 ans. Alors Olivier Duquer, bonjour. Véronique, bonjour. Et tu vas me donner ton nom ? Donc moi c'est Véronique Péchard, je suis la directrice de la maison d'édition Libre de Lire. Oula, il faut être sage. Libre de lire, alors 2, c'est écrit en chiffres. En chiffres. Et libre, liberté. Pourquoi liberté d'écriture, de lecture C'est la liberté d'écriture, la liberté de lecture surtout. Le nom de la maison d'édition vient de ma fille. Tout simplement qu'elle a vu un reportage sur des enfants qui n'avaient pas le droit de lire dans certains pays, ce qu'ils voulaient. Et elle m'a dit, pourquoi pas ne pas appeler la maison d'édition Libre de Lire ? Parce que tout le monde doit avoir la possibilité de la liberté de lire. Alors, 1 an à peu près de maison créée, de mise en route, de mettre les papiers à jour et de se lancer dans la lecture des manuscrits que vous recevez. Et je découvre en même temps que vous, enfin non, après vous, une collection assez éclectique. Moi j'ai le souvenir, Olivier Duquer, en qualité d'auteur, que vous écriviez surtout de la fiction, de la science-fiction. Alors oui, j'ai commencé par de la science-fiction. Moi ça fait maintenant une 15aine d'années que j'ai commencé à être publié. Et en fait, je suis passé par beaucoup de maisons d'édition, souvent déçu. Déçu pourquoi ? Déçu par, je dirais, un manque de prise en compte de la part des éditeurs, des coûts rébarbatifs, parce que faire publier un livre, ça coûte très cher, et ça coûte souvent très cher à l'auteur. Oui, parce qu'il y a la publication, il y a la distribution, il y a l'envoi, et l'envoi coûte une fortune. Ah, mais tout coûte une fortune. Que ça soit du façonnage, de la création des couvertures, le façonnage en lui-même du livre au standard de l'impression lui-même, l'expédition, la diffusion, tout coûte cher. Alors comment fait-on, là je me tourne vers l'éditrice, madame la directrice, comment fait-on lorsque l'on imprime un livre, on sait qu'au départ ça représente un coût X et d'arriver à des sommes, je prends tout à fait par hasard, de 14 €. 14 € ce n'est rien et pourtant au départ il faut y mettre des thunes. Alors, on prend en compte tous les frais, en fait, nos frais d'impression, nos frais de graphisme et nos frais de correction sur le livre. Donc, et les frais d'envoi aussi. Donc, tout est pris en charge. En fait, le prix d'un livre prend en charge une partie de nos fournisseurs. Alors vous savez qu'il y a un énorme débat qui circule entre les auteurs et les éditeurs. On dit souvent que l'auteur se retrouvant dans une maison d'édition se fait aspirer, que c'est lui qui doit tout faire, qui doit faire le marketing, la vente de son livre, la distribution. Et puis après, il se retrouve face bien souvent, je parle, face parfois aux libraires malhonnêtes et il se retrouve rapidement noyé, voire dégoûté. Chez vous, comment cela se passe-t-il sans langue de bois ? Alors, sans langue de bois. Sans langue de bois, d'ailleurs, c'est quelque chose que nous demandent beaucoup nos auteurs quand on leur envoie les propositions de contrat. On nous demande souvent, mais il est où le loup ? C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui est caché. Et moi, j'ai l'habitude de leur répondre, écoutez, ça fait 2 ans qu'on le cherche, le loup. Pourquoi ? Parce que quand on a monté Libre de Lire, on a monté cette maison d'édition telle que moi, en tant qu'auteur, j'aurais voulu avoir une maison d'édition. Notre particularité, c'est que nous prenons tout en charge. C'est un risque à chaque fois. À chaque
livres que nous publions, nous prenons ce risque financier, mais pour que les œuvres existent. On prend tout en charge, que ce soit la correction, l'auteur n'a rien à payer, il n'a pas de minimum, il est rémunéré directement vis-à-vis de ses droits d'auteur dès la première vente. Et pour revenir à votre question, dès la première vente. Donc il y a un contrôle directement de l'auteur sur la quantité de livres vendus. Oh que oui. Il suffit de nous poser la question. Ça c'est intrusif comme interview. Non, au contraire, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir avec nos auteurs une véritable relation de partenaire. Ça veut dire qu'un auteur n'est pas forcément un commercial ni un communicant. Nous, on est là pour... C'est souvent un autiste, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif. Quand même pas, mais souvent, le fait d'avoir cette démarche, entre guillemets, commerciale, ça fait peur à beaucoup de monde. Et mais ça, on le voit souvent dans les salons du livre. Il y a soit l'auteur qui sait se vendre, qui prend beaucoup de place en général, et puis il y a beaucoup d'auteurs qui sont ramassés sur eux-mêmes et qui n'osent pas faire la démarche, parce que c'est une démarche qui n'est pas évidente. Ah non, surtout quand on la fait tout seul. C'est pour ça que nous, comme on publie beaucoup d'auteurs qui sont pour l'instant inconnus, mais qui sont bourrés de talent. Et pour vendre un livre, on a aussi besoin de l'auteur, parce que l'auteur est le meilleur ambassadeur de son œuvre. Mais l'auteur n'a pas à le faire tout seul. Et nous, en tant qu'éditeurs, on va les aider, on va leur donner des conseils, on va les assister, on va les materner, on va les cajoler pour qu'ils puissent prendre contact avec des librairies, participer à des salons, contacter des journalistes et diffuser leur œuvre pour pouvoir trouver leur lectorat. Là, j'entends bien. Donc, vous êtes une maison d'édition relativement neuve. Vous arrivez sur un marché qui est saturé. Vous vous positionnez avec une nouvelle philosophie, ou une philosophie qui se veut nouvelle. Alors, Madame la directrice, d'accord. Mais entre les manuscrits ou les tapuscrits que vous recevez, entre l'impression, la correction, dans le désordre évidemment, la distribution, le suivi des libraires, le suivi de cette distribution qui va ou pas être vendue, et également l'exposition, parce que distribuer c'est bien, mais il faut encore l'exposer, cette œuvre, sur un marché relativement saturé. Je lisais il y a dernièrement un article qui disait qu'il y avait plus d'auteurs que de lecteurs. Est-ce que c'est exact ? C'est tout à fait exact. Nous, quand on a une librairie en contact, on materne aussi la librairie, c'est un de nos partenaires. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin des auteurs, et ils ont besoin de lecteurs. Et on a une philosophie avec eux, c'est que on leur laisse pas de stock, et ils peuvent commander directement un certain nombre, ou alors on les propose en dépôt-vente. D'accord, mais là où on parle de la France, on parle presque du sud de la France. Ah non, on parle aussi de la Suisse, on parle aussi de la Belgique. Nous venons de contracter hier, on a reçu hier la confirmation avec une auteure israélienne qui habite en Israël. Qui écrit en anglais alors ? Non, qui écrit en français. Qui écrit en français, en hébreu et en anglais. On en profitera pour saluer Joseph Joffo, oui. Là où il se trouve. Et pour répondre un petit peu plus crûment à votre question, justement au niveau de l'aspect financier, il faut savoir une chose, c'est que faut enlever de l'idée que l'éditeur il roule en Porsche, parce que nous on a une Dacia, d'ailleurs on est très contents. Ceci est une page de publicité. Ah oui, pardon, pas de marque. En fait, on a même, pour l'instant on n'en vit pas. On est encore en phase d'investissement. Donc on n'est pas en possibilité de se dégager de salaire ni pour Véronique ni pour moi. Mais la passion oblige que c'est une décision que nous avons prise de tout mettre pour que nos œuvres soient le plus vite portées et le mieux portées. Alors, oui, vite et mieux, c'est un peu contradictoire. Certaines œuvres ne démarraient pas, je parle au 19e siècle, et puis on fait un carton au 20e, voire 21e siècle. Donc, rapidité, efficacité, il y a parfois une contradiction dans ce... Avec les réseaux numériques aujourd'hui, avec l'instantanéité de l'information, on peut arriver à toucher beaucoup plus facilement beaucoup de publics. Beaucoup de lectorat potentiel. Un exemple, on n'a que 2 ans d'existence, notre page Facebook atteint les 2000 likes, ce qui est pas mal.
Notre site web est énormément visité. C'est d'ailleurs 2 de nos vecteurs de communication actuellement. Aujourd'hui, on atteint la taille critique pour pouvoir intéresser un diffuseur. Mais je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. Vous dites que vous n'en vivez pas, ce qui signifie que tous les deux, vous avez une profession sur le côté. Donc, en plus de votre boulot... Non. En fait, on a décidé il y a 2 ans, il y a 1 an maintenant, de se consacrer exclusivement au développement de Libre de Lire. C'est-à-dire que pour nous, c'est une start-up. Et quand on fait une start-up, quand on est entrepreneur, il y a une phase d'investissement qui coûte cher, sur lequel il faut savoir investir du capital, beaucoup de temps, beaucoup de passion. On en est encore là. Capital, et là je suis peut-être indiscret, qui vient de quoi? De demande d'amis, ou un capital qui est permanent? On a puisé dans sa caisse personnelle. Vient de la famille de Véronique. Qui vient de ma famille. Et qui vous guette et qui a peut-être son mot à dire. Qui participe grandement, parce que là d'ailleurs, je vous fais un petit coucou, Alain et Nelly, ils participent grandement, ils sont là depuis le départ. Alain, le père de Véronique, est une grande figure du comité de lecture. Lui aussi, c'est un passionné du livre et c'est un ogre en la matière. Et on est très bien entouré, que ce soit par nos équipes de correcteurs, que ce soit par nos équipes de comité de lecture. Parce que tous nos manuscrits sont lus. On y tient absolument. Et ça met du temps. Ça met du temps, ça demande de l'organisation. Justement, organisation, parce que comité de lecture, j'ai eu l'opportunité d'être lecteur dans plusieurs remises de prix, et je sais que c'est parfois compliqué. C'est-à-dire, on démarre un livre et on ne comprend pas toujours vers où il va, et puis tout d'un coup, on est pris dans la lecture jusqu'au bout. Beaucoup de maisons d'édition, là, je généralise, peut-être, beaucoup de maisons d'édition se basent sur le premier chapitre et ne vont pas plus loin. Comment ça se passe chez vous? Comment ça se déroule? Nous, ça nous est déjà arrivé que notre comité de lecture avait du mal à accrocher au départ sur les premiers chapitres. C'est arrivé. Ils ont continué quand même parce que, comme vous dites, après, ça peut être intéressant. Et au final, ils ne sont pas déçus. Donc, ils nous expliquent. Par contre, ils nous le disent. Attention, peut-être revoir avec l'auteur le début, pour qu'il retravaille un petit peu, parce qu'au niveau lectorat, ils vont vite décrocher. Parce que notre comité de lecture, on leur dit, vous lisez comme si c'était un lecteur. Est-ce que vous avez envie de tourner la page, tout simplement? Vous, mais pas l'écrivain. C'est très important, c'est un de nos critères principaux de sélection des manuscrits. Savoir si le lecteur du comité de lecture a eu simplement envie de tourner la page. Imaginez-vous, il est 3h du matin, je travaille demain, c'est pas grave, je finis le chapitre, et puis je vais en entamer un autre. On cherche des œuvres qui soient un petit peu captivantes, addictives. Alors je rebondis encore une fois, vous parlez d'un comité de lecture et vous dites le lecteur. Comité de lecture comprend combien de lecteurs qui deviennent automatiquement juges? Actuellement 12. Donc 12 personnes qui lisent systématiquement les manuscrits. Alors certaines personnes sont spécialisées dans tel ou tel genre, policier, fantastique, essai, témoignage. On en a quelques-uns qui lisent absolument tout. Ils sont à la retraite, c'est vrai, donc ils ont du temps. Et en plus, c'est véritablement une démarche de passionnés vis-à-vis d'eux. Et ce sont des boulimiques. Mais quelle responsabilité à la fin? Responsabilité qu'on partage ensemble parce qu'on en discute. On demande à tous les membres du comité de lecture de nous envoyer des rapports circonstanciés en nous donnant le maximum d'informations. On en discute après ensemble et on appelle l'auteur. Oui. Que ce soit un oui ou que ce soit un non, on appelle l'auteur par téléphone pour lui donner les conclusions du comité de lecture. Alors, il y en a qui sont fâchés, qui viennent avec une Kalachnikov. Mais on leur explique pourquoi. On essaye en tout cas de leur donner notre sentiment. Alors, on n'a pas la garantie d'avoir toujours raison, mais on essaye au moins de leur donner notre sentiment, parce que les lettres standardisées comme quoi vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale, j'en ai des cartons pleins, des comme ça. Et ça veut rien dire, on n'a pas l'opportunité de répondre. D'accord. Quel est votre maître à chat aujourd'hui? Quel est le livre, évidemment, question compliquée, puisque les autres sont jaloux, mais quel est le livre que vous avez envie de mettre en avant, s'il n'y en avait qu'un? Alors cette question, on me la pose souvent, notamment à moi qui m'occupe des auteurs.
quel est votre livre préféré, je dirais que j'en ai 25 aujourd'hui, étant donné qu'on a 25 titres. C'est une réponse de Normand. Hein. Complètement, mais c'est vrai. C'est vrai, il faut savoir que chaque livre a une histoire particulière. Si on prend un livre, je suis capable de vous en parler pendant 2 heures. Eh bien, on va en parler puisqu'on a d'autres invités et on va pouvoir les découvrir. Cependant, j'aimerais souligner un livre que vous m'avez envoyé. Oui. C'est le don d'aimer. Alors j'adore déjà le titre et la couverture. Ce qui m'a impressionné, c'est la manière soignée de cette couverture, ce qui n'est pas toujours le cas, et de la reliure. Alors bravo. Merci. Qui est-ce qui a choisi ce livre Nord de la France. Jean-Michel Barnicki. Jean-Michel Barnicki est un auteur que je connais depuis quelques années maintenant. Il n'était pas l'auteur d'un livre précédent. Les bons points dinosaures aux éditions Encre Rouge. Voilà, exactement. Je crois que je l'avais rencontré à Mons Oui. à l'occasion d'une interview. Il est facile, hein, il parle tout seul. Ah oui. Mais il est très prolixe. Mais il est écrit tout seul aussi. Hein. Oui. Voilà. Et là, c'est la première fois qu'il s'essaye un véritable roman. Un roman qui mêle historique, fantastique, histoire de famille. On n'arrête pas de voyager parce que ça se passe dans différents pays d'Europe. C'est une anomalie merveilleuse ce roman. C'est captivant, c'est très très bien écrit et ça fait rêver dans la tête. Oui, et puis on se demande toujours où on va. Ah oui. Oui. Mais par contre, c'est très bien construit, donc l'auteur prend bien par la main le lecteur pour l'amener dans son histoire, l'amener dans ses digressions, l'amener dans ses époques. Alors Olivier, Véronique, permettez-moi de vous appeler par vos prénoms. On se connaît un peu, on s'est déjà rencontrés en salon, on s'est rencontrés dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview, l'organiser aussi, nous recevoir dans un gîte merveilleux. On va citer le titre, c'est un couvent, c'est ça ? Alors, nous sommes actuellement au couvent de Grèze, qui est tenu par une de nos auteurs, Sabrina Herrador. Elles n'ont pas fait vœu de pauvreté. Hein. Elles ont fait vœu de service aux autres. Et ça leur va bien. En tout cas, ils nous ont gentiment accueillis ce matin et c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, on va les rencontrer puisque l'hôtesse, pas l'hôte, mais l'hôtesse est également écrivain et publie dans votre maison d'édition. On va peut-être citer le titre de son ouvrage. Alors, le titre du livre de Sabrina, c'est Résilience. C'est Résilience, vivre avec un traumatisé crânien. C'est une histoire vraie, c'est son histoire. C'est l'histoire d'elle et de son mari, de sa famille. C'est suite à un accident, enfin une agression, on va dire, même carrément, on peut dire le mot, c'est une agression. Et du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle se retrouve avec une personne qui est inconnue. Je vous offre quelques moments de respiration et de silence. Hein. On va la rencontrer très bientôt, bien entendu, c'est en différé. Mais témoignages importants. Alors, je reviens à votre maison d'édition parce que vous ne publiez pas que des récits de vie, et c'est très bien. Vous allez également, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec Nos plaisirs d'aimer. On va également dans la fiction. Alors, Olivier, évidemment, vous êtes un auteur, mais vous touchez à l'érotisme, non ? Alors oui. Ne me regardez pas comme ça. Oui, j'en ai fait un seul. Je n'en ferai d'ailleurs qu'un seul parce que j'aime bien me confronter à des styles différents. Mais là, vis-à-vis de Libre de Lire, je présente 2 ouvrages qui sont complètement différents. Oui, mais Véronique, quand Olivier présente un bouquin, il est pistonné quand même. Non, du tout. Non, il passe par les mêmes... Il passe par mon comité de lecture. Oui, mais son nom se retrouve en dessous. Ou bien il prend un pseudo. Non, son nom, il garde son nom. Après, s'il veut prendre un pseudo, c'est son choix, pour X raisons. Mais c'est son nom et il n'est pas du tout pistonné. Là, il va m'en proposer un autre très prochainement. Je lui ai dit d'ailleurs la condition pour que je le publie, c'est qu'il le finisse, c'est une saga. Donc il finit sa saga. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Donc j'attends qu'il la finisse. Il va passer après au comité de lecture. Donc il aura les mêmes avis et il aura les mêmes conditions que n'importe quel auteur. C'est pas parce qu'il travaille pour moi. Elle m'en a déjà refusé un. Et je lui en ai refusé un. Elle ou le comité ? Moi. La patronne. Mais elle est plus sévère avec toi alors ? Non, avec tout le monde. Non, pareil. C'est exactement pareil et moi je trouve ça très sain
Parce que c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit que c'est forcément meilleur que d'autres ou publiable. Et ce n'est pas à moi de prendre la décision, surtout pour ce qui me concerne moi. Olivier, maison d'édition, regard sur les lectures. Évidemment, tu as arrêté ton boulot, mais couverture également, je crois, site internet, et tu arrêtes quand ? Jamais. Il dort ? Ça lui arrive. Des fois. Non, je suis un boulimique de travail. Et j'adore ce que je fais. Je vais me permettre de te raconter un petit rêve que j'ai fait un jour. Je rêvais que j'étais convoqué à un entretien préalable de licenciement dans un ancien de mes boulots où j'étais commercial. Et là, je me suis réveillé complètement en panique en me disant, ça y est, je vais tout perdre, je vais perdre la maison, j'aurai plus de salaire, etc. Et puis je me suis rendu compte, mais c'est fini ce temps-là, maintenant tu fais des livres. Et oui. Même si mais l'un n'empêche pas on l'autre. ne gagne pas beaucoup d'argent, même si on ne gagne pas beaucoup de sous, ça nous donne vraiment envie de se lever le matin, de ne pas se coucher le soir et de bosser comme des forcenés pour donner du bonheur aux gens. C'est impressionnant comme ça fait du bien. Alors évidemment, l'interview, ce message paraît un peu bobo, je veux dire, tout va bien et les violons se mettent à chanter, mais dans la vraie vie, on a l'opportunité de se rencontrer. En fait, tu es comme ça aussi. Ce n'est pas une façade, c'est une réalité. Je vous souhaite un excellent parcours, bon vent, et puis une rentrée assez rapide malgré tout, parce qu'il faut vivre, hein, il faut pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche. Je ne vois pas le titre, mais peu importe. Édition libre de lire, donc ça s'écrit libre, évidemment comme liberté, 2 comme le chiffre 2, et lire, mon Dieu, vous êtes ici pour apprendre à lire. Voilà. Bonne route, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Philippe.